Alors, très bien, moi je vous propose de commencer. Bonsoir à tous les participants qui sont en train de nous rejoindre. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette table ronde dont la thématique est le cyberespionnage, nouveau visage de l'intelligence économique. Je m'appelle Yasmine Douadi, je suis CEO et fondatrice de Risk Intel et cette table ronde aujourd'hui est en partenariat avec Serenity by Iconic. Aujourd'hui, on a avec nous 4 personnalités, donc 4 experts pour venir débattre de cette thématique. Nous avons avec nous Charlène Grell, qui est Product Manager chez Serenity by XMCO, le vice-amiral Arnaud Coustière, président du pôle d'excellence cyber et ancien commandant de la cyberdéfense des armées, Cédric Sylvestre, cofondateur et business developer de Olvid, Gabriel Debrosse, directeur de la cybersécurité du groupe La Poste, et Olivier Frachon, groupe cybersecurity officer chez Air Liquide. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Tout le monde s'entend? C'est parfait de mon côté. Très bien. Alors, je propose de commencer ces débats. La première question que je voulais poser ce soir s'adresse particulièrement donc, en premier à Olivier Frachon. Donc, on parle beaucoup des attaques DDoS et des ransomware, mais est-ce que le cyberespionnage est moins présent dans les esprits aujourd'hui? Est-ce que c'est dû à des choses qui se voient beaucoup plus à long terme, ça a un impact beaucoup plus dans le long terme, ou est-ce que c'est dû au fait que ça a des impacts financiers difficilement quantifiables? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Olivier Frachon, on ne vous entend pas, peut-être que votre micro est coupé. Je pense que la première chose, excusez-moi, c'est effectivement de distinguer, on va dire, deux grandes masses, deux grands groupes, deux grandes typologies d'attaquants. Les premiers sont ce qu'on appelle les cybercriminels, qui sont en gros des mafias, des groupes mafieux, qui ont eux aussi fait leur transformation numérique, qui sont passés sur Internet et dont le but principal, c'est du gain financier. Donc, ils sont passés de la prostitution, de la drogue, etc., à d'autres domaines beaucoup plus lucratifs, typiquement le rançongiciel, l'attaque DDoS avec des demandes de rançon, etc., etc. Il y a une seconde catégorie, alors ça ne veut pas dire que les deux sont complètement distincts, bien sûr. Cette seconde catégorie, ça va plutôt être des groupes qui sont, entre guillemets, liés à des États voyous. Bon, on en distingue en tout cas 4 très très gros qui sont l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Et ces groupes de hackers, eux, ils ont vraiment des desseins très différents que le pur gain financier. Ils sont là vraiment pour faire, vous l'avez évoqué Yasmine, de l'espionnage, obtenir de la propriété intellectuelle dans des domaines politiques, militaires, etc. Et quelque part, vraiment, ils travaillent par rapport à l'agenda d'un pays. C'est vraiment une armée supplémentaire, si je puis dire, par rapport à ça. Ces groupes-là, qu'on a tendance à appeler des APT, hein, on mélange les méthodologies et la groupologie, ça veut dire Advanced Persistent Threat. En anglais, c'est des groupes de menaces avancées. Ils vont tenter de rentrer dans des systèmes d'information, ils vont y rester longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Leur objectif, c'est vraiment, quelque part, d'y faire leur miel et d'obtenir le maximum d'informations. Okay, et leurs technologies, leurs compétences sont beaucoup plus poussées qu'un groupe, on va dire, de criminels un peu plus classiques. Et ça n'empêche qu'on voit de plus en plus ces deux typologies de groupes d'attaquants qui ont tendance à partager des informations, à potentiellement céder. Et même certains groupes d'attaquants font, entre guillemets, des attaques sur les deux registres. Voilà. Je vais passer la parole à Gabriel, peut-être. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gabriel Debrosse? Écoutez, la première chose que je pense est un petit problème technique. Je vous entends très mal. Ah. Donc c'est un petit peu ennuyeux. En revanche, effectivement, ce que j'ai retenu de la question, c'est qui est ciblé et pourquoi est-ce que tout le monde est ciblé. Je pense que ce que je voulais partager avec vous, c'est nous sommes tous ciblés parce que ces informations sont accessibles. Elles sont exploitables notamment en masse, et plus on collecte d'informations, plus on est capable d'en tirer des conclusions. C'est l'exploitation de ce qu'on appelait le renseignement en source ouverte qui fait que les particuliers sont des cibles aussi, les entreprises sont des cibles, et les objectifs des groupes qui mènent du cyberespionnage sont de tirer des effets par de l'information pour atteindre leur fin. Donc c'est toujours une technique de raccourci pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Et c'est redoutablement efficace dans l'espace cyber parce que nous partageons généreusement nos informations, nous les amenons aux curieux ou nous les laissons en consultation aux curieux.
Et quand bien même on serait plus prudent et plus avisé, animé par une paranoïa assez saine, c'est très difficile d'effacer ces traces numériques. Donc nous laissons énormément de traces et d'empreintes numériques qui sont tout à fait exploitables. Et les capacités de traitement de la donnée font qu'aujourd'hui, ça produit soit de la valeur, soit des informations qui sont exploitées. Merci beaucoup, Gabriel Debrosse. Alors, fin octobre, Microsoft a mis en lumière une nouvelle offensive de cyberespionnage contre des organisations occidentales commanditées par les groupes de hackers russes Nobelium. Donc, certains soupçonnaient ce groupe d'être directement lié à l'État russe. Est-ce que ces groupes privés agissent-ils comme des intermédiaires d'une guerre de cyberespionnage entre les États? Quels sont vraiment les éléments de preuve qui pourraient pointer en ce sens? Charlène Grell, vous en pensez quoi? Alors, sur ce groupe spécifiquement et sur l'attribution des attaques plus généralement, ce sont des éléments qui sont assez délicats à identifier et à confirmer. Sur le groupe Nobelium, plus précisément, il s'agit d'un groupe qui est accusé, alors là on mentionnait dans la question Microsoft, mais qui plus généralement a même été pointé du doigt par la Maison Blanche et on va dire terni encore davantage les relations avec l'État russe en pointant du doigt, ce groupe comme étant finalement affilié à l'État russe, ce qui a été pour le coup dénié de l'autre côté par la Russie. Et pourtant, au terme de diverses recherches, on peut également légitimement supposer que ce groupe-là, finalement, est en lien avec la Russie, notamment différents services de renseignement russes. Ce groupe-là est notamment à l'initiative, et en tout cas est soupçonné d'avoir orchestré une très grosse attaque dont on a entendu parler récemment, qui est l'attaque SolarWinds. Cette attaque-là avait notamment ciblé des différents départements aux États-Unis, donc des entités étatiques, notamment le département du commerce ou le département de l'intérieur. Et donc, finalement, si on va plus loin et qu'on élargit le scope, on se rend compte que, au-delà des tensions que cela peut créer dans les relations internationales, il y a également un enjeu d'attribution des attaques, puisqu'il est extrêmement difficile de savoir si telle attaque a été orchestrée par tel groupe, de quelle nationalité peut être ce groupe, est-ce qu'il est bien affilié à un État derrière. On se rend compte quand même depuis quelques années que de nombreux groupes finalement utilisent de la même manière que les États utilisent des groupes, finalement, il s'agit d'une sorte de procédé qui fonctionne dans les deux sens. Certains groupes utilisent finalement toutes les ressources qui seront disponibles vis-à-vis des États pour finalement attaquer des entreprises. Il y a d'un point de vue espionnage plutôt entre États, où là, on sera avec des services de renseignement qui vont potentiellement, en tout cas, on pense appuyer certaines attaques par rapport à certains groupes. Il y a également tout ce qui est attaque d'entreprise directement. Et là, dans ces cas-là, le mode opératoire et l'analyse de ce mode opératoire, des procédés utilisés par les groupes, peut être assez intéressant ensuite pour pouvoir finalement dégrossir un petit peu le trait et identifier plus précisément à quel groupe on pourrait potentiellement attribuer une attaque et donc potentiellement à quel État lié derrière. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement sert autant aux États qu'aux groupes qui, eux, également s'enrichissent au travers de ces attaques-là. Merci beaucoup, Charlène. Alors, Gabriel Debrosse, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Charlène? Est-ce que ces groupes privés agissent vraiment comme des intermédiaires? Est-ce qu'on a une guerre qui est un peu sous-jacente, dont on ne voit pas réellement la présence, qui est donc une guerre de cyberespionnage entre les États? Oui, alors, je partage les points présentés par Charlène. Effectivement, on est toujours confronté à une difficulté majeure qui est celle de l'attribution, mais on arrive à trouver des choses étonnantes. Alors, dans une vie antérieure, j'ai passé quelques années dans l'OTAN, mais j'étais un lointain subordonné de l'amiral. J'étais en charge de la planification des opérations de cyberdéfense de l'Alliance, qui était strictement défensive. Et on observait qu'effectivement, on était attaqué par des groupes de hackers. Alors, certains d'entre eux étaient des gens très méthodiques, très organisés, puisqu'ils nous attaquaient entre 8h et 17h locales. Donc, c'était un métier. C'était un métier qu'ils faisaient pendant des heures de bureau. Et donc là, ça nous donnait des idées assez claires sur qui nous en voulait.
C'est quelque chose qu'on observait, et y compris des groupes qu'on a identifiés ensuite comme des groupes cybercriminels, mais qui se vendent au plus offrant ou qui agissent pour le compte de sponsors. Et effectivement, on a été confronté à ça. Donc, la cybercriminalité, le cyberespionnage sont des espaces, des ensembles poreux dans lesquels les savoir-faire sont utilisés aux meilleures fins par les gens qui les emploient. Donc on observe effectivement cette capacité des cybercriminels à se mettre au service d'États et sur la menace que font peser les États sur les autres. Aujourd'hui, on est tout de même très vulnérable face à ce type d'attaque, puisque il rassemble des équipes de spécialistes différents pour attaquer les systèmes d'information sous tous les angles, et je dirais qu'il chasse en meute. Alors, je reste avec vous, Gabriel. Là, on parlait du cas spécifique des États. Est-ce que pour vous, le cyberespionnage, c'est un risque pour tout le monde, hein, donc les entreprises compris, les citoyens? Est-ce que c'est une réalité qui est protéiforme, finalement, qui touche tout type d'organisation? Est-ce qu'on est entré dans une ère de cyberespionnage généralisé? Alors, je pense il faut réfléchir ça sous l'angle de la pêche aux informations, qui est faite avec des capacités de traitement considérables, parce qu'on a évoqué des groupes russes, mais tous les acteurs étatiques qui en ont la capacité vont collecter un maximum d'informations pour en tirer des conclusions et faciliter leurs actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naïveté à avoir sur le fait que des gens qui sont nos alliés, mais pas nécessairement toujours nos amis, nous écoutent aussi, collectent et traitent des volumes d'informations considérables. Et à partir de ce moment-là, ils vont embarquer les particuliers, les entreprises, les administrations, et la puissance des outils dont ils disposent leur permettent de faire remonter de cet ensemble, avec des techniques de big data, des informations, ce qu'on appelait du renseignement élaboré, qui va leur permettre d'avoir des idées assez claires sur un certain nombre de sujets. Alors, Cédric Sylvestre, je vais réitérer cette question. Est-ce que pour vous, le cyberespionnage, aujourd'hui, on est dans une ère de généralisation? Alors, je vais effectivement réitérer exactement ce qui a été dit par mes collègues en fait, donc, ce soir. Les cyberattaques, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a en fait de très nombreuses et qu'il est toujours très difficile de savoir qui est le commanditaire. Alors, ces cyberattaques, on en a parlé, c'est vrai qu'on pense souvent en fait, donc, au cyberespionnage, hein, c'est-à-dire comment dire, le vol de secrets d'entreprise, de secrets technologiques, de propriété intellectuelle. On pense que c'est notamment comme cela que la Chine a rattrapé en fait un certain retard technologique en allant en fait donc regarder ce qui se passait en matière de propriété intellectuelle dans certains groupes. Mais au-delà de l'espionnage, il y a de multiples types en fait donc d'attaques, et c'est aussi ce qui est difficile en fait certainement en fait donc à repérer. Il y a des véritables attaques d'infrastructures en fait stratégiques, de déstabilisation. On pense notamment au vers en fait malveillant Stuxnet, qui avait été en fait utilisé par les États-Unis et Israël contre les installations en fait nucléaires en fait iraniennes. On pense en fait également la Corée du Nord avait eu la bonne idée d'aller attaquer des serveurs de Sony Pictures, qui avait eu la mauvaise idée de diffuser en fait un film qui était très malveillant sur Kim Jong-un. Donc entre le cyberespionnage, l'attaque vraiment en fait réelle en fait donc de serveurs, et puis également toute la gamme de la désinformation, de la propagande. On se souvient de ce qui s'est passé pendant des campagnes électorales en fait donc américaines. C'est le constat, c'est qu'elles sont évidemment très plurales et elles visent absolument donc tout le monde. Même les individus, on reparlera certainement de l'affaire en fait Pegasus, où on estime que 50 000 numéros de téléphone auraient été en fait contaminés, avec par exemple 180 journalistes qui auraient été en fait donc ciblés. Et la vraie particularité, à chaque fois, quand on regarde en fait comment sont relayées ces informations ou ces suspicions par les médias, à chaque fois on entend « il se pourrait conditionnel » ou on pense que c'est par exemple l'État russe.
Et on a tout de suite derrière un démenti. Vladimir Poutine a dit bah non, on n'y a en fait donc pour rien. Et c'est vrai que quand on est en dehors des sphères en fait justement de cyberespionnage, ce qu'entendent les entreprises, les individus, en fait les citoyens, c'est finalement oui, il y a des suspicions, alors qu'on sait, mais tout de suite comme il y a des dénis en fait donc des États, on pense en fait que le lien, la corrélation en fait n'est pas évidente. Évidemment que quand on parle de diplomatie ou quand on parle par exemple de positionnement sur la terre ferme, en fait donc d'État, on voit très bien par exemple des mouvements de soldats à une frontière, et on arrive effectivement par la preuve, en regardant en fait ce qui se passe. Avec des radars, on peut savoir en fait des mouvements de soldats. Dans le cyber en fait donc espace, évidemment ça ne se voit pas. Et suffit d'un démenti de l'homme en fait donc d'État et il y aura toujours en fait une corrélation qu'on aura du mal à faire. Donc je pense beaucoup en fait donc aux entreprises qui doivent être absolument en fait donc éclairées sur le fait que leurs données sont en danger dans le cyberespace et on verra très certainement comment en fait s'en prémunir. Merci Cédric pour cette réponse. Olivier Frachon, vous en pensez quoi, vous? Alors, je pense que pour parler un petit peu de ce côté systémique du cyberespionnage, c'est vrai que pendant longtemps, l'espionnage, c'était un petit peu ce qu'on pouvait lire dans les livres ou les romans, en tout cas, de John le Carré, avec une logique des agents et des espions américains contre les Russes et qui s'affrontaient. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment le nouveau contexte qui est celui du cyberespace et plutôt se tourner non pas vers ces livres de John le Carré, mais vers ceux de William Gibson, par exemple, qui a inventé le cyberpunk dans les années 80. Donc, c'était il y a quand même près de 40 ans aujourd'hui. Et il avait déjà anticipé cette interconnexion entre les individus, les États, le métaverse que Facebook est en train de nous préparer pour l'avenir, etc., etc. Pour illustrer le côté un petit peu systémique et le fait quelque part que tout le monde espionne tout le monde d'une certaine manière et que ça peut avoir des conséquences bien au-delà d'uniquement des pays qui sont concernés, j'aimerais reprendre une histoire un petit peu connue, en tout cas dans le milieu, qui est celle de ce qu'on a appelé Eternal Blue. Eternal Blue, en fait, c'était un exploit, pardon, une faille qui avait été entre guillemets découverte et transformée, armée par la NSA. Et en fait, un groupe de hackers, aujourd'hui on ne sait pas encore à qui ce groupe est vraiment affilié, est allé en fait piquer cette information à la NSA qu'il avait développée. Ils ont publié ça sur des forums spécialisés, dark web, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça a été récupéré par des groupes de hackers affiliés à la Corée du Nord, et c'est ce qui est devenu WannaCry en mars-mai 2017. Et quelques temps après, des Russes, s'en sont emparés. Là, c'était plutôt les groupes affiliés à Sandworm et à PT28 qui ont récupéré WannaCry, qui l'ont associé à une ancienne version d'un truc qu'ils avaient développé qui s'appelait Petya. Ça s'est appelé après NotPetya, et c'est avec ça qu'ils ont commencé à attaquer l'Ukraine. Ça a débordé de l'Ukraine, des sociétés françaises comme Saint-Gobain ou des groupes d'armateurs comme Maersk ont été touchés. On voit aujourd'hui que c'est un petit peu tout le monde contre tout le monde, et les victimes, in fine, ne sont pas toujours celles qu'on pouvait imaginer au début. Voilà. Le cyberespionnage passe aussi, et vous me direz ce que vous en pensez, je pense que c'est le cas, par des failles dans des outils de communication. Alors dès lors, comment on peut choisir ces outils? Quelles sont les recommandations qu'on peut avoir? Arnaud Coustillère. Oui, bonjour. Bon, je ne vais pas rajouter grand-chose sur tous les descriptifs qui ont été faits par mes autres intervenants, sauf qu'on est dans un espace dangereux. Il faut davantage faire preuve de vigilance, donc d'acculturation et de connaissance, et arrêter de faire preuve de naïveté. Alors maintenant, la question, c'est comment, quand on est en mobilité, soit avec un PC, soit avec un téléphone, comment on peut essayer de réduire les risques? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous intéressez à la couche basse du téléphone, donc à la carte SIM, et pour se protéger une carte SIM contre les SMS techniques, contre les multicodeurs et tous ces trucs-là, vous avez aujourd'hui un opérateur français qui répond très très bien. Il s'appelle DUS Mobile, mais c'est plutôt pour des professionnels. Ensuite, vous avez derrière, vous mettez des applications sur votre téléphone. Donc ces applications, normalement, elles sortent de store. Donc là aussi, il y a des gens qui savent sécuriser les stores correctement.
Et vous avez là aussi un certain nombre de sociétés en nombre très limité. Donc en France, la pépite française, c'est Pradeo, qui va travailler très en profondeur dans l'asset en mobilité, pour descendre très en profondeur, qui va être capable de surveiller ce que va raconter votre application, et c'est ce qu'on utilise dans les armées françaises. Après, vous avez des choses qui sont moins profondes, qui sont tous les fournisseurs, bien sûr, de ce qu'on appelle en jargon des XDR, des EDR. Et là, vous en avez davantage. Une fois que vous remontez encore plus dans les couches, vous avez la problématique globale des messageries. Cette problématique globale des messageries, alors là, vous avez un excellent dossier qui est dans Le Point d'il y a 6 mois, qui fait le tour du monde. Vous en avez plein. Et le modèle des messageries, WhatsApp ou ainsi de suite, il vit sur les données dans pas mal d'endroits. Donc, si vous voulez vraiment vous protéger, vous pouvez très bien utiliser WhatsApp pour votre famille si ça vous amuse, mais quand vous avez des relations professionnelles, des discussions, là, il ne faut pas être naïf, il faut vraiment aller se mettre sur des choses un peu différentes. Alors là, la meilleure protection, c'est tout ce qui est en peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de choses qui restent sur les serveurs. En France, vous en avez 2. Vous avez Olvid, qui elle, est agréée par l'ANSSI avec un niveau de chiffrement qui est tout à fait agréé, qui vient d'INRIA, si je ne dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, vous avez une deuxième qui s'appelle Scred, qui est portée par la mouvance Skyrock. Donc, c'est intéressant, c'est à la fois du cadre juridique, vous avez à la fois du cadre juridique français. Vous avez un chiffre qui a été vérifié, connu, avec des niveaux de l'ANSSI, et vous connaissez qui sont derrière, qui sont les gens qui opèrent. Donc, vous avez un niveau de sécurité bon et un bon niveau de confiance. Une fois que vous avez ça, après, vous allez dans des messageries un peu plus classiques qui transitent à travers qu'on appelle les serveurs, qui laissent des traces sur les serveurs. Et là, vous avez des solutions comme Thales, Airbus, Atos. Donc, on commence à en avoir aux professionnels un très grand nombre. Et puis, à l'extrémité du spectre, vous avez toutes les solutions type Signal qui ont des bons niveaux de sécurité aussi. Donc, ça veut dire que quand vous êtes un utilisateur, dans cette espèce de forêt, il va falloir que vous choisissiez ce qui vous intéresse. Et puis après, bien sûr, vous avez des choses un peu plus confidentielles, portées par quelques postes de travail. Mais le vrai combat dans la partie haute, ça va être l'ergonomie, la facilité, et c'est exactement réfléchir contre quoi vous vous protégez. Gabriel, vous vouliez rebondir ? Juste un tout petit mot sur les solutions techniques doivent être précédées par une prise de conscience individuelle de ce qu'on fait, de la capacité de captation des outils qu'on a sur nous. C'est-à-dire qu'un téléphone, quel qu'il soit, a une capacité à capter de l'information. Et donc, la première responsabilité, c'est de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Et parce que de toute façon, on est porté à énormément échanger aujourd'hui. Et là, le premier réflexe, c'est de se dire je vais douter et je ne vais pas en parler, ou je ne vais pas utiliser un média électronique si l'information est réellement sensible. Cédric, on a parlé d'Olvid, donc forcément, je me tourne vers vous. Quelles sont, vos opinions sur la question ? Alors, je pense qu'effectivement, de toute manière, pour se faire attaquer, il faut forcément, en fait, justement, avoir une surface d'attaque. Donc, ça va être un serveur quelque part sur la planète, ça va être en fait donc un mobile, un PC. L'Amérique aussi, en fait, donc on en a parlé. Et il me semble que à chaque fois, quand on se pose en fait donc la question du degré de sécurité, ça dépend des cas d'usage, mais on doit se poser 3 questions. La première, c'est où sont stockées les données. Si l'éditeur de la solution en fait stocke des données, c'est pas la même chose d'être sur un cloud américain, un cloud souverain, on-premise, ou directement, par exemple, sur le téléphone. Et on voit bien qu'effectivement, se pose la question de l'imposition de règles extraterritoriales parce que l'éditeur fournisseur de la solution a sa nationalité qui dépend d'une législation. Donc la première question, s'il y a des données qui sont stockées quelque part, où sont-elles en fait donc stockées? Et en fonction des cas d'usage, on fait ses choix. La deuxième chose, et là qui est peut-être plus fine, c'est si les données sont chiffrées, nous on est une société experte en cryptographie, comment sont chiffrées les données et qui détient les clés. Si vous faites du chiffrement sur disque ou du chiffrement par mot de passe, pour nous c'est une illusion en fait, donc, de sécurité. Il faut toujours se dire que quand on fait du chiffrement, la vraie question c'est qui va tenir les clés. Imaginons, comme par exemple en fait, donc WhatsApp, si le fournisseur d'une messagerie détient les clés de chiffrement, il peut à loisir, à l'insu des utilisateurs, les chiffrer, déchiffrer, changer en fait les identités numériques en fait, donc, des gens,
Et puis, comme vous ne savez jamais où sont vraiment en fait, donc, les serveurs, s'ils sont sur le sol américain, c'est le cas en fait, donc, de WhatsApp, en vertu du Cloud Act, et je fais référence encore une fois à l'impact de la réglementation, l'État américain, la NSA, peuvent allègrement regarder ce qui se passe en fait, justement en fait, donc, sur les serveurs. Donc il est très important de regarder comment sont chiffrées les données et qui détient les clés. Et puis la troisième question en fait, que l'on peut se poser, c'est comment on accède à ces données. Les logins, les mots de passe, la double authentification, ça veut dire que vous devez faire confiance au service. Vous n'avez pas en fait le choix. Donc c'est pour ça que se pose toujours la question finalement de la nationalité, donc de la personne morale en fait qui va porter en fait le fournisseur de la solution, puisque l'entreprise, personne morale, est soumise à certaines réglementations. Donc entre le stockage des données, la manière dont c'est chiffré et la manière en fait donc d'accéder en fait de données, ce sont quand même trois éléments en fait qui sont importants en fait à prendre en compte. Alors sur les recommandations, alors on a été beaucoup sollicité notamment sur l'affaire Pegasus, hein, qui est ce logiciel espion qui est vendu depuis plusieurs années par NSO Group et qui a la particularité d'être un logiciel qui est capable d'infecter sans intervention l'utilisateur un smartphone Android, un iOS, afin de le placer sous surveillance. Évidemment, en fait, nous, on a, trois réflexions donc là-dessus. C'est vrai que il ne faut pas se raconter d'histoire. Si un État a envie en fait de vous espionner, il va hacker en fait, votre téléphone. Ça va être difficile en fait donc de s'en prémunir. Et puis, alors, il paraît que Pegasus peut laisser des traces. Certains disent de toute manière, comme ça va évoluer, ça sera de plus en plus difficile en fait donc de le trouver. Donc, quelles seraient en fait les bonnes pratiques? Et Gabriel en fait parlait en fait justement aussi de sensibilisation. La première chose, les charges virales arrivent en fait très souvent, non pas uniquement pas vraiment en fait par du texte, mais avec des pièces jointes, où il va falloir télécharger un fichier, vidéo, un message vocal, etc., qui va exploiter une faille de la librairie. Et en fait, retenir, c'est que méfiez-vous des messages que vous recevez, tout ce qui est spam. Et je pense notamment aux solutions comme WhatsApp, Signal, Telegram, où il suffit d'interroger l'annuaire de ces messageries. N'importe qui peut les interroger pour initier une communication avec qui ils veulent. Ça pose en fait donc un problème. Le premier problème dans la sphère en fait, du numérique, c'est l'identité numérique des gens. Vous ne savez jamais à qui vous parlez. Donc, premier job, c'est éviter en fait toutes les messageries où vous pouvez recevoir des messages en fait non sollicités qui pourraient porter des charges virales. La deuxième chose, c'est que si vous pensez qu'un attaquant peut vraiment vous en vouloir, il faut faire le job de changer de téléphone régulièrement ou réinitialiser en fait, le système d'exploitation avec du téléphone. Si vous avez été infecté, vous pouvez le jeter, ou alors vous pouvez essayer, mais il faut mieux en fait le jeter, mais il faut avoir cette politique en fait d'hygiène. Et le troisième élément qui me semble en fait donc important, quand vous utilisez une messagerie instantanée, quand vous avez des choses sur votre téléphone, ça ne sert à rien de garder des historiques en fait de plusieurs années. Si c'est vraiment en fait donc important, c'est pour ça que nous on a mis en place des messages éphémères où vous pouvez paramétrer la durée de visibilité en fait donc des messages dans l'application. Vous pouvez envoyer un message et il ne va apparaître que 10 secondes. Par exemple, sur l'écran de votre interlocuteur, cette politique d'hygiène où on ne laisse pas traîner tous les bijoux de famille sur une messagerie. Si jamais on pense qu'on est en fait donc un risque, il faut savoir en fait nettoyer régulièrement. Et les informations en fait donc importantes, vous les calez en fait dans le coin de votre tête ou ailleurs, mais en tout cas, ne laissez pas trop traîner en fait donc de choses sur votre téléphone. Il faut savoir en fait avoir une politique de rétention et d'hygiène sur ce que vous pouvez laisser sur vos téléphones. Merci Cédric. Alors plus globalement, quels critères on pourrait avoir en tête pour se prémunir de cyberespionnage lorsqu'on choisit un type de technologie pour son organisation, Charlène? Oui, sur cette question, je pense qu'il est intéressant d'élargir finalement le sujet des technologies. C'est une partie finalement de la manière dont on peut adresser justement ce sujet du cyberespionnage. Parce que finalement, pour reprendre les termes de Cédric sur la surface d'attaque, il va y avoir l'aspect technologie finalement interne, qui va être dans le système d'information, mais d'un point de vue interne, utilisé par tous les collaborateurs d'une société et sur le réseau interne d'une entreprise, par exemple. On va avoir les problématiques qui ont été soulevées jusque-là. Finalement, on sera plutôt sur des choses qui
seront à gérer en interne et sur un niveau de sécurité à appliquer une segmentation du réseau, tout un tas de choses qui vont se faire plutôt d'un point de vue interne. Mais d'un point de vue surface d'attaque, on va vraiment être sur quelque chose qui sera exposé sur Internet et donc accessible depuis l'extérieur, potentiellement par des groupes qui voudront cibler des organisations en particulier. Souvent, ce qui est utilisé par ces groupes-là pour cibler finalement des entreprises ou des organisations d'un point de vue extérieur, ce sera souvent, alors du phishing évidemment, donc on a parlé de la pièce jointe, le téléchargement de finalement de la charge virale et finalement le déploiement sur le système d'information, donc ça c'est un premier biais. Et il y a un deuxième axe finalement qui sera plus de l'ordre des failles de sécurité qui sont sur le système d'information, qui sont finalement exposés d'un point de vue extérieur. Et là, dans ces cas-là, tous les systèmes exposés, j'entends par là des sites web, des interfaces de connexion, etc. Tout ce qui finalement fait l'exposition, tout ce qui est exposé d'un point de vue périmétrique d'une organisation, dans ce cadre-là, on est très souvent sur des choses finalement qui vont être récupérées et réutilisées par des groupes d'attaquants parce que finalement, il s'agira de failles de sécurité qui n'ont pas forcément encore été connues, été rendues publiques et qui vont être exploitées par des attaquants extérieurs pour justement utiliser ces failles et s'introduire ensuite sur le système d'information. Ça, c'est également un axe qui est utilisé par des attaquants pour s'introduire dans des systèmes. Typiquement, on pourrait se demander quelles sont les technologies qui sont sur mon site web, sur telle interface d'administration à laquelle je vais me connecter, etc. Est-ce qu'il est judicieux que finalement cette interface soit exposée? Est-ce que la technologie finalement qui fait marcher ce site-là ou cette interface-là est vraiment à jour? Est-ce que cette interface finalement n'expose pas, n'est pas vulnérable à telle ou telle vulnérabilité inconnue? Donc ça sera compliqué de le savoir, mais également connue. Donc par ce biais-là, on passe également par une veille importante d'un point de vue extérieur pour connaître au mieux son périmètre, mais également une veille d'un point de vue plutôt connaissance des menaces cyber, des exploits, comme on le mentionnait tout à l'heure, des patchs, dans certains cas, sur des technologies qui ont été identifiées comme étant vulnérables, telle ou telle version à mettre à jour. Tous ces éléments-là sont assez importants, selon moi. Et il y a un deuxième axe qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'ici, alors parce qu'on était d'un point de vue cyber-espionnage, mais qui me paraît tout de même important. Il s'agit du facteur humain, où finalement, on a parlé de la souveraineté des données, de la nationalité des entreprises avec lesquelles on passe. Et justement, pour sortir de la naïveté et reprendre certains termes qui ont été employés jusqu'ici, je pense qu'il y a également finalement une prise de conscience également, qui, selon moi en tout cas, de la perception que j'ai au contact des différents clients qu'on peut avoir, a quand même évolué ces dernières années. Mais tout de même, il s'agit de regarder également les personnes qu'on va pouvoir recruter en interne, parce que dans les cas d'espionnage et d'exfiltration de données stratégiques, il peut également y avoir un biais là-dessus sur les personnes qu'on va recruter, leur profil. Alors après, on peut penser qu'il s'agit de discrimination ou autre, donc ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, sur la nationalité de certaines personnes, ou en tout cas sur le fait qu'on choisisse de leur donner accès ou pas à certaines informations. Je pense qu'il y a également un sujet là-dessus. Et en dernier lieu, le côté finalement intrusion physique également, auquel il faut vraiment faire attention. Typiquement, il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pour le coup, lorsque finalement la société Airbus était positionné à Toulouse et certains de ses locaux à Paris, finalement, on s'est rendu compte a posteriori, et ça a été rendu public à différents moments, que sans doute que certaines personnes avaient eu accès à des informations juste en achetant des billets de train et en étant finalement dans le wagon-bar ou dans certains endroits dans lesquels pouvaient se trouver des personnes qui finalement faisaient le trajet aller-retour. Le but n'est pas de mettre en avant certaines personnes ou certaines failles de sécurité, mais à bien garder en tête que finalement, lors des déplacements professionnels, les PC qui restent dans les chambres d'hôtel, lors de déplacements pour des séminaires mondiaux, des choses à grande échelle dans des grandes entreprises, il y a également cet élément à prendre en considération, même si on n'est pas vraiment sur un volet cyber à proprement parler, mais l'exfiltration des données se fait. Les mettre sur des clés USB, ça existe également. Et donc, c'était aussi quelque chose qui me paraissait important de mentionner là, même si
on n'en avait pas forcément parlé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Charlène. Alors, Gabriel, je vous voyais tout à l'heure, vous souhaitiez peut-être rebondir? Alors, sur le facteur humain, quelques chiffres. 80% des compromissions de données sont généralement du fait d'un utilisateur légitime qui va donner accès à de l'information. Ça, c'est clair. Et très souvent, les utilisateurs ouvrent la porte aux attaquants. C'est-à-dire que dans les modes d'action qui ont été évoqués, effectivement, ça peut être une prise de contact par email. Il y a de l'engineering social qui peut être fait. Et il y a une vulnérabilité aujourd'hui, c'est pour atteindre des cibles à haute valeur ajoutée. On peut penser au cadre dirigeant d'une grande entreprise. S'ils sont sur un système d'information partagé, on n'a pas besoin de les cibler tout de suite, on va aller les trouver progressivement. Donc, je prends un exemple, le groupe La Poste, on a 220 000 personnes connectées sur nos solutions de travail partagé. On peut compromettre un premier compte d'une personne totalement anodine et à partir de là poursuivre son chemin. Sur les scénarios qu'évoquait Charlène, il y a notamment aussi faire attention à ce que font nos prestataires. Qui sont nos prestataires? Et donc effectivement, il peut être tout simplement plus intéressant de rentrer dans une boîte qui fait de la télémaintenance, qui opère sur un système d'information sans en faire partie, parce que ce qui condamne les systèmes d'information, souvent, c'est la capacité à accéder à un compte administrateur, un compte à privilège, qui va permettre de prendre la main sur le système d'information. Et effectivement, on peut essayer de protéger ces VIP, mais on s'aperçoit très vite que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, et qu'à partir du moment où quelqu'un peut ouvrir une porte, toute personne devient importante et doit avoir un minimum d'éducation à la protection de l'information. Merci beaucoup, Gabriel. Allez-y, Cédric. Oui, je ne peux que rebondir ce que dit en fait donc Gabriel. Effectivement, il y a toujours les deux pendants. Les fuites de données, c'est grosso modo à 95% en fait donc de la négligence, c'est pas la malveillance. Vous donnez un outil, dans les mains d'une personne, et s'il peut se tromper, il y en a un qui va se tromper. Donc c'est là d'où vient la fuite de données. Et puis la deuxième, en fait, c'est qu'on sait massivement les fuites de données, c'est quand on communique à l'extérieur. On peut vraiment en fait sécuriser, donc en interne, mais suffit en fait justement d'aller ouvrir des droits d'accès en identifiant un mot de passe qui sont usurpés avec un petit sous-traitant. C'est là en fait effectivement que l'attaquant va se positionner. Et d'une manière en fait générale sur la question sur comment en fait on choisit en fait donc cette technologie, nous notre credo en fait c'est il ne faut pas quand on utilise en fait la solution d'un éditeur, rajouter, c'est ce que je disais, une surface d'attaque en fait donc possible. Quand vous donnez des données en fait donc à l'éditeur, il peut être attaqué. Et c'est pour ça que nous on a fondé en fait notre messagerie en ne recueillant aucune donnée en fait personnelle. Nous ne savons pas qui utilise en fait nos Colvide. Et si jamais on devait être attaqué, l'attaquant en fait ne pourra absolument rien savoir en fait des données ou des métadonnées ou des utilisateurs. Et au final, la question peut-être qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand vous choisissez en fait donc justement une solution, est-ce que possiblement il peut y avoir une attaque de masse parce qu'il y a des données centralisées, des serveurs centralisés et vous n'avez pas forcément de garantie sur le degré de sécurité ou de protection des serveurs, vous ne savez pas vraiment comment en fait sont agencés les contrôles d'accès, donc attaque de masse, ou alors il y a les attaques en fait donc ciblées. Les attaques ciblées, c'est toujours possible. Vol de mot de passe, intercession de SMS, phishing, vol du téléphone, intrusion sur un ordinateur en fait, donc, ou un téléphone. Et c'est intéressant en tout cas de voir qu'il y a ces deux types d'attaques, les attaques de masse, espionnage de masse, et les attaques vraiment ciblées. Les attaques ciblées, ça coûte plus cher. Donc ça veut dire que si je veux regarder tout ce qui se passe dans un grand groupe, dans les membres du COMEX, soit j'essaye en fait donc d'attaquer, par exemple, s'ils sont sur WhatsApp, en fait, je regarde en fait ce qui se passe sur WhatsApp, ou on peut imaginer que l'État américain regarde exactement ce qui se dit en fait sur WhatsApp, et j'arrive en fait à avoir un espionnage massif de tout le COMEX. Soit je prends en fait d'autres types en fait donc de solutions où il n'y a pas de centralisation donc des données, et à ce moment-là, il faut que j'attaque un par un. C'est plus cher, ça prend plus de temps, mais ce qu'il faut, c'est vraiment en fait réduire en fait le plus possible le risque d'attaque, même si on peut évidemment pas le mettre à zéro.
Merci beaucoup Cédric. Gabriel, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la cyber threat intelligence? Quels sont les outils utilisés aujourd'hui sur cette méthode-là? Est-ce que c'est indispensable pour se prémunir du cyberespionnage? Alors, oui, on a besoin d'informations pour protéger l'information. Et pour être tout à fait clair sur le sujet, je vais faire 3 points sur la cyber. La cyber, pour moi, et pour mes amis anglo-saxons, c'est une première chose, situational awareness, savoir ce qui se passe. Deuxième élément, partage de l'information, information sharing, consequence management. Et dans le premier élément, donc l'intelligence de situation, si on traduit en français, le situational awareness, on a besoin d'agréger un maximum de sources d'informations pour savoir ce qui se passe et ce qui peut nous menacer. Et la Cyber Threat Intelligence, c'est simplement, effectivement, collecter les informations sur les menaces, et si possible, en lien avec son activité ou pas, pour faire face aux 2 modes d'action qu'évoquait Cédric, les attaques de masse, les attaques ciblées, et avoir ce fil d'informations pour pouvoir anticiper et essayer de se porter le plus en avant possible des tentatives d'intrusion dans les systèmes d'information. Voilà. Merci Charlène Grell. Est-ce que vous pouvez compléter cette définition? Quels sont les outils qu'on peut utiliser qui sont indispensables pour se prémunir de cyberespionnage? Oui, et je dirais également que finalement, la Cyber Threat Intelligence, on peut la résumer effectivement par finalement le renseignement sur les menaces cyber. Si on prend chaque mot littéralement, on est sur cette définition. Et donc le but est de connaître son attaquant pour anticiper au maximum les menaces qui pèsent sur nous. Donc en l'occurrence là sur des organisations, sur des entités dépendantes de l'État. Ce qu'on peut dire finalement là-dessus, il y a 3 niveaux dans la CTI. Finalement, il y a quelque chose qui va être plutôt d'un point de vue stratégique. Il y a également un aspect qu'on appelle tactique et un aspect opérationnel. Finalement, les outils qu'on peut utiliser pour s'en prémunir, d'un point de vue opérationnel, on sera par exemple sur la collecte des informations qu'on va récupérer, les traces laissées par des attaquants. Donc, il peut s'agir finalement des attaquants après leur passage réussi, par exemple, dans un système d'information. Il s'agira par exemple des outils qui seront utilisés par des attaquants, des empreintes, des documents malveillants, par exemple, contenant la charge virale qui aurait été téléchargée sur justement les équipements ciblés. Il pourra s'agir également des noms de domaine, des URL qui ont été utilisés par des attaquants pour mener à bien leurs attaques. Toutes ces informations, finalement, on va les recueillir, on va les analyser. Et ensuite, on va passer sur un niveau un petit peu plus haut, on va dire, dans l'analyse. Et le but sera plutôt au travers de toutes ces informations très techniques, très opérationnelles, finalement, d'élargir un petit peu l'analyse et d'essayer de faire des corrélations entre potentiellement des typologies d'attaques ou des typologies de comportements d'attaquants. Et là, on sera plutôt sur un niveau technique et donc sur des modes opératoires d'attaquants. Là, le but, ça sera d'identifier une chronologie d'attaque. Quels sont les leviers qui ont été activés par des attaquants pour cibler telle ou telle infrastructure? Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est un élément très important. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se maintenir sur un système ciblé sans être détecté? Il y a tout un tas de techniques qui permettent justement de ne pas être détecté et c'est ce qui finalement diffère souvent des attaques de cyberespionnage par rapport aux attaques finalement qui vont être juste à but lucratif. Parce que finalement, une attaque à but lucratif, l'information, on va la récupérer, on va l'exfiltrer et on va, par exemple, potentiellement faire chanter la victime et revendre les informations. Là, le but, c'est vraiment de s'infiltrer, de récupérer un maximum d'informations et donc ce sont des attaques beaucoup plus longues très souvent. Et ensuite, il y a un niveau plus stratégique où là, l'idée est plus finalement d'avoir une compréhension des enjeux géopolitiques, des enjeux locaux dans certains cas. On mentionnait tout à l'heure des attaques, par exemple, on va dire, plutôt affiliées à la Russie sur l'Ukraine, par exemple, qui ont eu lieu. Voilà, le but est de comprendre pourquoi tels acteurs ou tels pays peuvent finalement procéder à des attaques et sur quoi est-ce qu'ils s'appuient finalement, quelles seront leurs cibles demain et comment est-ce qu'ils peuvent justement cibler ces entreprises ou ces organisations pour arriver à leur fin. Merci beaucoup Charlène. Olivier Frachon, quelques mots sur cette question? J'ajouterais, on l'a vu un petit peu depuis le début de cette table ronde, on le voit quand même un déséquilibre assez fort entre l'attaque et la défense.
Et c'est vrai que la CTI, la Cyber Threat Intelligence, c'est un des éléments pour donner le maximum d'informations et de capacité de réaction, notamment à la défense. Et ce faisant, essayer un petit peu de combler ce déséquilibre. Donc, Charlène l'expliquait, il y a différents niveaux d'information, stratégiques, opérationnels, tactiques, etc. Toutes ces informations, on va pouvoir aller les placer et quelque part nourrir les différentes briques de sécurité du système d'information au niveau des firewalls avec les capacités de détection de prévention, au niveau du SIEM, fournir ces informations aussi aux équipes de sécurité qui sont spécialisées là-dessus et quelque part en mettre un petit peu partout. C'est ça aussi qui va vraiment permettre de pouvoir se dire est-ce qu'on est en train de se faire attaquer ou est-ce qu'on a été attaqué et dans ce cas-là, ben, il faut qu'on passe en mode crise, etc., etc. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant parce que si on n'a pas ce type de mécanisme, bah, c'est très difficile de s'en prémunir. On ne peut pas juste se dire c'est bon, j'ai un firewall, je suis tranquille, rien ne m'arrivera. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a mis en place ces mécanismes de CTI, il faut bien entendu aussi pouvoir les alimenter. C'est-à-dire que sur quoi est-ce qu'on va se baser pour quelque part avoir le maximum de renseignements. Donc, on peut s'abonner à des flux d'informations, on appelle ça des feeds, qui sont privés, qui sont fournis par des sociétés spécialisées. Bon, pas mal de sociétés américaines très connues comme Mandiant, FireEye, il y a Kaspersky, il y a également bien sûr des sociétés européennes et françaises qui le font. On peut aussi quelque part avoir ses propres feeds à soi, un petit peu aussi publics. On va trouver des informations également sur des blogs de chercheurs ou sur des informations aussi assez utiles avec de la recherche en source ouverte, du Shodan, du 106, du ONIF, tout ce que vous voulez. Et également, il y a aussi la possibilité de s'interconnecter avec d'autres sociétés, d'autres organisations au sein, par exemple, du même vertical. Toutes les sociétés qui travaillent dans le pétrole, par exemple, à travers le monde ou dans l'électronique, peuvent quelque part s'échanger des informations, les banques aussi, et dire « Ah ben, moi j'ai vu une campagne de phishing en ce moment qui était comme ça, je vous partage tous les éléments, on appelle ça les IOC, les indices de compromission, assurez-vous que vous allez pouvoir aussi les bloquer si jamais vous arrivez. » Donc ce côté communautaire est très 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 intéressant. C'est ça qui permet aussi de partager le maximum de renseignements quelque part dans toutes les sphères de la défense. J'ajouterai un point aussi supplémentaire qui est que le problème de la CTI, ou en tout cas les limites de la CTI, c'est que ça reste quelque chose de plutôt réactif, un petit peu proactif, mais quand même plutôt réactif. Et pour moi, ça s'accompagne également d'autres pratiques qui, elles, sont orientées vers ce qu'on appelle, alors il y a beaucoup de termes anglais, hein, désolé, mais vers ce qu'on appelle le threat hunting, donc la chasse à la menace, et également le purple teaming. Le purple teaming, en fait, c'est reprendre un petit peu ces méthodes d'attaque qu'on connaît et essayer de les reproduire, même si ça ne nous est pas encore arrivé. On va quelque part se dire, moi, je vais prendre cette méthode d'attaque, je vais essayer de rentrer par un phishing spécialisé, je vais essayer de rentrer par une passerelle VPN qui est un petit peu ancienne, et jusqu'où est-ce que je peux aller dans mon système d'information et est-ce que j'ai réussi à détecter ce type d'attaque. Et c'est ça aussi qui, in fine, permet de s'améliorer de manière continue, j'espère. Merci beaucoup, Olivier. Une question cette fois-ci pour Arnaud Coustière. Donc, le cyberespionnage, c'est un enjeu de puissance pour les États, on en a un petit peu parlé. Pouvez-vous nous expliquer comment il a appliqué donc, des nouveaux rapports de force géopolitique et notamment la concurrence qu'on peut avoir aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, parce que je pense que c'est un sujet sur cette thématique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul et de voir que tout ça, ça vient pas de nulle part. On est clairement aujourd'hui dans un enjeu de puissance entre les nations et le cyber vient simplement complexifier ces rapports de force qui est en nation. Dans le numérique, le modèle, c'est la plateforme. Donc, le modèle, c'est celui qui se met au centre de son écosystème et qui pique les données, les métadonnées aux autres et qui arrive à s'imposer. Donc, c'est le numérique, c'est pas un truc de bisounours, c'est quand même quelque chose qui repose sur la domination de celui qui a la donnée par rapport aux autres. Donc, le combat, il est là. Et pour les nations, c'est exactement la même chose, sauf que ça vient avec d'autres choses de compétition économique, culturelle, et ainsi de
suite. Et tous les effets qu'on va rechercher, ça va être des effets après sur la vie réelle, de domination d'une économie, de maintien d'une économie sous vassalité ou de conquête et de challenger. Donc c'est comme ça qu'il faut arriver à repenser et avec une vision globale pour appréhender le numérique. Moi, j'aime beaucoup mon camarade de Skyrock, quand il fait des conférences en disant un garde-manger et deux prédateurs. Les marchés économiques, aussi bien chinois qu'américains, sont quasiment des chasses gardées. Donc, pour se développer, là où il y a de l'argent, il reste l'Europe et il reste l'Afrique. Bon, en gros, l'Afrique, c'est quand même moins intéressant en termes de données et en termes de dépenses. Donc, le champ de bataille toutes les grandes entreprises américaines et chinoises aujourd'hui, c'est l'Europe. Donc, ça nous a pété à la figure en 2010. Pourquoi en 2010, ça nous a pété à la figure? Puisqu'en 2010, sans bien comprendre pourquoi, on a vu les deux présidents chinois et américains avoir des débats de très très haut niveau. L'affaire Sony qui a été expliquée tout à l'heure, on n'a pas très bien compris pourquoi un président Obama, pour une affaire comme Sony, descendait dans l'arène. Et pourquoi ce débat-là? Donc vraiment, depuis 2010, c'était la révélation en Europe et particulièrement en France de grandes affaires d'espionnage sur une très très grande entreprise du nucléaire. Il y avait eu des affaires à la Commission européenne, il y a eu pas mal d'affaires. Voilà. Donc 2010, c'est un peu une prise de conscience et la fin de la première période de naïveté. Aujourd'hui, la deuxième période de naïveté, c'est le débat sur la souveraineté numérique. Mais 2010 aussi a été suivi par les affaires Snowden. Et c'était aussi une deuxième période de naïveté. Comment un allié pouvait avoir instrumentalisé et industrialisé la surveillance à un tel niveau? C'était pas que la NSA espionne, mais comment il l'avait rendu aussi industriel pour devenir vraiment un modèle. Donc, 2010 a été un point de départ. Et on voyait bien qu'on avait cette espèce de suprématie. Intéressant aussi, peu de temps après, en 2012, il y a eu l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, ça a permis aux Russes de re-rentrer dans le jeu. Les Russes, ils n'étaient pas dans la guerre économique, de suprématie numérique. Par contre, on a revu le perturbateur rentrer, venir titiller les uns et les autres, venir perturber les élections, venir faire des choses pour montrer qu'il existait. Et ce qu'il faisait dans le numérique, il fait exactement la même chose dans le monde réel. Et lors des opérations en Syrie, on l'a revu. Voilà. Donc le numérique vient amplifier, complexifier. Donc là-dedans, quand on sait que dans le numérique, quand on voit la vision globale, c'est le cyber, mais c'est aussi la transformation numérique, parce que le numérique, c'est censé apporter du développement économique, ça supporte l'industrie et les échanges. Donc c'est quelque chose qui est censé être bénéfique, créer de la valeur. C'est un peu le monde maritime du XVIIe siècle où les marchés, voilà. Donc, d'un côté, pour capter cette donnée, il y a deux façons de le faire. Et c'est amusant parce qu'on le voit des deux côtés, nos amis américains et nos amis chinois, que l'espionnage, première chose, NSA, sur des serveurs et de l'autre côté, les espionnages. Mais ce que l'on n'a pas par l'espionnage, on l'a par la réglementation, par la loi ou par la mise sous dépendance, la mise sous dépendance technologique. Côté américain, c'est tous les débats aujourd'hui sur les GAFA, c'est tous les débats sur l'extraterritorialité des lois américaines qui font que même si vos données sont en France, dans un data center, sous une entreprise qui est une entreprise américaine, ces données sont accessibles à la justice américaine, mais aussi à l'administration américaine dans certaines conditions. Donc, vous avez le Cloud Act, vous avez le Patriot Act qui est beaucoup plus fort. Puis, vous voyez bien qu'en ce moment, il y a des tas de choses qui sortent sur des directives internes aux États-Unis pour ceux qui ne sont pas naïfs. Et puis, pour ce côté-là, je vous renvoie à un magnifique dossier de l'école de guerre économique qui vient de sortir et qui décrypte tous ces sujets depuis les 40 dernières années. Donc, on est dans la prolongation du rapport de force qui fait que les États-Unis veulent rester le dominateur, c'est le patron du monde occidental et qui voit mal quelqu'un d'autre venir le défier. De l'autre côté, la Chine, c'est à peu près la même chose, mais par contre, leur approche va être par la technologie, par la 5G, par des choses comme ça, et vous avez des stratégies sur la route de la soie, sur les routes, le rachat des ports. Donc tout ça, c'est la même. Et là aussi, je vous renvoie sur un excellent rapport de l'IRSEM, qui vous décrit tous ces trucs-là. Donc c'est amusant, en moins de 6 mois, on a eu 2 remarquables rapports de chercheurs français, l'école de guerre économique de côté, l'Institut de recherche de l'école militaire de l'autre, qui vous décryptent tous ces sujets pour ceux qui ont envie de les dire. Donc je veux dire, c'est simplement aujourd'hui, c'est la fin de la naïveté. Et je pense que tous les RSSI, tous les DSI, tous les COMEX d'entreprises, monsieur tout le monde, qui se forment aujourd'hui à Sciences Po ou à différents endroits, doit comprendre que dans cet espace-là, on est dans du rapport de force. Et quand on va dans cet espace-là choisir un partenaire pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire du cloud et ainsi de suite, on cherche un partenaire.
dans le moyen terme. On n'achète plus de la technologie. On choisit un partenaire avec qui on se lie pour plusieurs années. Et un partenaire, il faut avoir un comité de destin avec lui. Et c'est très intéressant. Il y a Manutan, je crois, qui vient de faire son rétexte de son attaque informatique. Yasmine l'a rechargé. C'est très intéressant de voir ce que raconte Manutan, qui se retourne vers son fournisseur Microsoft, qui lui dit: fume, ton contrat arrive dans 3 jours, tu me le renouvelles pour que j'intervienne, et que j'interviendrai, si tu veux, dans 3 semaines. Ce n'est pas un comportement de partenaire, ça. Et puis après, il tombe sur Sentinel-One, il voit que le truc Sentinel-One, ça ne marche pas. Voilà. Très intéressant. Deux grands. Voilà, je pense qu'il aurait la prestataire de service à proximité qu'il comprendrait, qu'il connaîtrait, il n'aurait pas du tout les mêmes comportements. Donc c'est intéressant de revoir que dans ces architectures-là, il faut peut-être remettre de l'hétérogénéité, remettre de confiance, remettre de la proximité. Merci beaucoup Arnaud. Olivier, quelques mots sur cette question, un avis peut-être? Alors, le début de la question, effectivement, c'était: est-ce que le cyberespionnage est un enjeu de puissance? Bon, je pense qu'on l'aura tous compris, et ça l'est complètement, effectivement. Le cyberespionnage aujourd'hui, dans le contexte géopolitique que l'amiral vient de nous repréciser, c'est vraiment, pour certains en tout cas, le seul moyen de pouvoir soit combler son retard, ou en tout cas de maintenir son avance, parce que quelque part, c'est une compétition mondiale dans laquelle tous les États sont engagés. C'est aussi la possibilité, on l'a dit tout à l'heure, de continuer d'exister sur l'échiquier politique, même si économiquement ou politiquement, on n'est peut-être plus aussi fort qu'auparavant. Et c'est aussi une possibilité, donc là, certains pays ont cette doctrine de manière permanente, semer le chaos. J'aime bien utiliser l'image des 4D. Les 4D, c'est la désinformation, la déstabilisation, la disruption et la destruction. Et certains pays, c'est vraiment leur doctrine, c'est-à-dire qu'ils préfèrent que tout le monde souffre et que quelque part, il y ait en permanence du chaos, etc., etc. Et eux, ça leur permet de continuer à exister à travers tout ça. À côté de ça, il n'y a pas, en tout cas aujourd'hui, de régulation globale dans le cyberespace. Il n'y a pas vraiment de convention de Genève ou de quelque chose qui dit, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un parlait de hackback. Aujourd'hui, si un État en attaque un autre ou attaque les entreprises d'un autre, il n'y a pas forcément de retour de bâton. Il peut y avoir, bien entendu, et on le voit assez régulièrement, des coordinations entre des polices de plusieurs États, via Interpol, via le FBI, via même les gendarmeries françaises et allemandes, mais ça n'aboutit pas, en tout cas, dans 100% des cas. Donc en plus, il y a toujours ce côté un petit peu d'impunité qui quelque part favorise tout ça. Pour revenir vraiment sur la partie US-Chine, il y a un bouquin excellent qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le piège de Thucydide, qui rappelle en fait le contexte où Sparte voyait vraiment d'un mauvais œil la montée en puissance d'Athènes. Bon, c'est un petit peu le sujet aujourd'hui, vous l'avez compris, entre les US et la Chine. C'est les US veulent rester bien entendu la première puissance mondiale, et la Chine aussi veut être la première puissance mondiale. Cependant, on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'ils soient vraiment dans une guerre froide, parce que les derniers chiffres qui sont à ma connaissance, c'est qu'aujourd'hui, chaque jour, entre l'Amérique et la Chine, il y a à peu près $1 milliard d'échanges commerciaux. Donc, ils ne peuvent pas juste se permettre de dire on arrête tout, on s'envoie des missiles et des armées, etc., etc. Donc, ils continuent à collaborer, ils continuent à échanger. Les relations restent peut-être froides en tout cas, mais elles sont là. Par contre, il y a quand même certains domaines où là, on peut dire qu'il y a une vraie guerre économique qui est engagée. C'est tout ce qui tourne en réalité, et vous le savez aussi, sur toute la haute technologie, la 5G, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, etc. Là, par contre, c'est le premier qui arrive, le premier qui gagne. Et puis, tous les sujets autour de l'espace. On a entendu parler récemment de nouveaux missiles hypersoniques sur lesquels les Chinois sont assez en avance. Il y a vraiment quelque part cette compétition là-dessus. Et l'autre sujet qui est assez intéressant, on parle toujours beaucoup des GAFAM d'un côté et des BATX de l'autre. In fine, à force quelque part de devoir choisir un petit peu son camp, on va commencer à avoir une espèce de découplage un petit peu, c'est un terme qu'on voit pas mal en ce moment, où quelque part, ils vont se créer vraiment deux camps. Quelque part, il y a une sorte d'internet, de cyberespace, plutôt autour des Américains, plutôt autour des GAFAM, et un autre, au contraire, plutôt chinois.
Et nous, j'ai envie de dire, les Européens, il faudra un petit peu qu'on choisisse notre camp là-dedans. Peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas. Merci beaucoup, Olivier. Au début de cette table ronde, on a parlé notamment du cyberespionnage comme quelque chose qui était généralisé, donc qui était autant le fait donc, des États ou des espaces publics, mais également des entreprises. Et je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, seules les très grandes entreprises du CAC 40 peuvent être une cible? Est-ce que les PME, notamment, peuvent être une cible, une porte d'entrée peut-être? Quelle est réellement la typologie claire des victimes? Est-ce qu'on en a une typologie? Charlène? Alors, oui, grosso modo, on a une typologie claire des victimes qui se détachent tout de même, et on a plusieurs typologies pour être totalement transparente. Il y a une chose également à savoir, c'est que finalement, c'est toujours assez difficile également d'identifier un cas de cyberespionnage, tout simplement parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des attaques souvent qui sont longues et qui ne sont pas forcément directement identifiées. Et donc, l'entreprise cible n'en a pas forcément conscience, ou en tout cas, elle en a conscience a posteriori. Et on n'est pas forcément sur des sujets qui sont facilement, on va dire, traitables d'un point de vue public. Il y a quand même un aspect risque sur l'image d'une entreprise, potentiellement sur ses partenariats avec d'autres entreprises. Donc, on est sur des sujets qui sont extrêmement sensibles et également de par le lien entre cyberespionnage et État étranger également. Donc, le sujet dans son ensemble est assez délicat sur l'identification des victimes. En revanche, effectivement, il y a quand même un certain nombre de statistiques qui sont faites et pour le coup, des rapports qui sont anonymisés et donc qu'on peut analyser. Grosso modo, on va avoir deux typologies d'entreprises qui seront ciblées. La plus évidente qui sera la très grande entreprise, le grand groupe, notamment dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, parce que finalement, on est sur un sujet où la captation d'informations stratégiques est le but de l'attaque, et non pas des fins pécuniaires comme c'est souvent le cas, et principalement le cas dans toutes les attaques cyber qu'on a, hormis celle-ci, en tout cas principalement. Donc, on va vraiment être sur des secrets technologiques. On a vu beaucoup de cas récemment avec des entreprises, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, qui étaient ciblées spécifiquement dans le cadre du Covid et de la course au vaccin. On était évidemment sur un secteur très stratégique et donc des entreprises qui ont été ciblées par ce biais automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est avéré. Et ensuite, au-delà de ces entreprises-là, il y a également deux autres choses. Il va y avoir, on va dire, des entreprises, des petites entreprises qui, elles, vont être des petites startups ou des petites entreprises, des PME, des TPE, qui finalement vont être notamment également sur des secteurs stratégiques, des secteurs assez intéressants d'un point de vue de captation d'informations, parce qu'elles vont travailler sur des sujets, par exemple, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle, tout ce qui est autour des nouvelles technologies. Et là, le but, pour les cibler, ça sera vraiment relativement simple, puisqu'on est sur des entreprises qui sont en général assez peu matures d'un point de vue sécurité informatique, ce qui se comprend puisqu'elles sont encore toutes petites et donc pas forcément très bien équipées. Et donc du coup, elles peuvent être directement ciblées par des entreprises, par des États et par des groupes. Mais là, dans ces cas-là, on sera vraiment sur plutôt des États qui vont orchestrer ça en amont. Et donc là, elles seront directement ciblées pour leur savoir. Et il y a également un autre biais qui est, on en parlait tout à l'heure, notamment quand on parlait de l'attaque, donc ce qu'on appelle les supply chain attacks, donc c'est les attaques par rebond qui finalement, in fine, vont tellement se déployer qu'elles vont servir de point d'entrée très souvent. Les points d'entrée seront des petites sociétés qui ne seront pas beaucoup sécurisées. Et en bout de chaîne, l'idée sera de cibler la grande entreprise qui, elle, en revanche, en général, est beaucoup plus mature, évidemment, d'un point de vue sécurité. Donc, on est sur ces deux typologies. Et j'ajouterai un troisième point qui est l'aspect, et on l'a vu récemment sur tout un tas d'attaques qui ont eu lieu sur, on va dire, l'année 2020-2021. Il s'agissait du ciblage d'entreprises proposant des services, des logiciels ou des solutions informatiques
à d'autres grandes entreprises. Par exemple, le cas de Centréon, dont on a entendu parler récemment, également le cas de Kaseya. Dans ces cas-là, finalement, le but a été de cibler des entreprises qui déployaient des solutions chez des cibles, in fine, des attaquants, et des solutions, pas n'importe quelle solution, souvent des solutions de sécurité informatique et souvent des solutions de gestion des données ou de gestion des accès ou des éléments qui sont, on va dire, primordiaux dans la sécurité d'une entreprise et donc dont les accès peuvent également être plus importants. Et donc, in fine, si le groupe d'attaquants arrive à cibler cette entreprise-là, il peut également toucher d'autres entreprises. Donc finalement, tout le monde est touché. Et je dirais que se dégagent ces trois grosses tendances, mais en bout de chaîne, qu'on soit une petite entreprise, une ETI ou un grand groupe, on sera ciblé. Il ne s'agira juste pas forcément du même ciblage et des mêmes informations qu'on va récupérer et des mêmes points d'entrée finalement. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les types d'entreprises peuvent être ciblés. Merci beaucoup, Charlène. Gabriel, vous souhaitiez peut-être rebondir? Oui, deux, trois mots. Alors, le premier, je fais une différence entre le cyberespionnage et la cyberattaque qui suit une kill chain plus classique dont l'objectif est l'extorsion de données, parce que sur le cyberespionnage, l'intérêt de l'attaquant, c'est de rester discret et de récupérer au fil de l'eau ce qui l'intéresse. Donc, ce sont des histoires sur lesquelles on s'aperçoit que des cibles avec un patrimoine informationnel important ont hébergé, en quelque sorte, des espions pendant des durées qui peuvent être extrêmement longues, atteindre plusieurs années. Là, donc, ça fait déjà une vraie différence. Quelle différence je fais cyberattaque, cyberespionnage? La cyberattaque, c'est une course de vitesse qu'on n'a pas commencé, que l'attaquant mène en dehors de notre système, rentre, et plus il est proche de son objectif, plus il va aller vite, et plus on va voir ce qui se passe. Donc, si on doit différencier les deux, je pense qu'il faut introduire cette notion-là, c'est de dire l'espionnage, c'est discret, et ça le reste. L'extorsion, le vol massif de données, donc c'est un one-shot, et ça crée une grosse différence. Ensuite, sur le côté, l'intérêt de l'espionnage, c'est évidemment que c'est un mode d'action qui est asymétrique. Et aujourd'hui, le ticket d'entrée pour des petits acteurs est toujours extrêmement accessible. Ce qui coûte cher, et qui est complexe à mettre en œuvre, c'est la défense, qui doit être tous azimuts. L'attaquant, lui, n'a besoin que d'une porte. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Donc, dernière question pour Arnaud Coustière. On sait que le renseignement français utilise une technologie, ou en tout cas des technologies qui sont parfois développées dans les sociétés américaines. Palantir en est justement un exemple pour traiter de grands nombres de données. Dans ce cadre, est-ce que l'utilisation de ces technologies étrangères pose un problème de risque de cyberespionnage et de souveraineté pour l'État français? Non, mais celle-là, j'aime bien parce qu'elle est croustillante. Non, en fait, il faut bien faire la part des choses, il faut bien voir ce que c'est que Palantir. Palantir, ce n'est pas de la techno. La technologie, quand vous achetez la technologie et que de la technologie, vous savez l'empacter, vous savez la mettre dans des endroits où vous pouvez remettre un peu de confiance. Et on utilise pour les opérations militaires le GPS, voilà, tout en sachant que ça crée une dépendance. Palantir, c'est un autre modèle. Palantir, il vient chez vous avec une équipe de consultants, de codeurs, et il avale vos processus, il les code dans des algos, donc il avale votre fonctionnel. Donc, il n'a pas besoin forcément d'avoir accès à vos données. S'il les a en plus, c'est mieux. Mais il n'a pas besoin d'avoir accès à vos données, du moins de les emmener. Et même, il peut même ne pas les voir. Par contre, il vous rend dépendant, il vous enlève votre fonctionnel. Et finalement, au bout d'un moment, quand vous êtes avec eux un peu trop longtemps, le fonctionnel, vous n'avez plus les bonhommes, vous n'avez plus. Et c'est une boîte noire. Et cette boîte noire, elle appartient à la Palantir. Donc, c'est un risque extrêmement fort de totale dépendance et de mainmise sur le fonctionnement des différents, parce que du coup, après, vous pouvez
vous pouvez changer le mode de fonctionnement. Donc, quand on revient sur l'affaire Palantir, je rappelais que c'était en 2016, en plein moment de la guerre contre le terrorisme, donc l'urgence a primé sur la souveraineté, et que depuis, sans faire de secret, l'État essaye de sortir Palantir du ministère de l'Intérieur et qu'il y a des projets qui sont faits en consultation et ainsi de suite. Quant au ministère des Armées, Palantir n'est pas rentré et n'y rentrera pas, et qu'il y a eu une décision très très claire du ministre sur ce sujet. Quand on prend un peu de recul, moi, c'est ce qui m'amuse dans l'affaire Palantir, c'est que j'ai vécu à peu près la même chose au début des années 2010 avec l'affaire Huawei, et que finalement, ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. On est dans une guerre où on veut garder l'Europe en dépendance, et que les deux grands font tout ce qu'il faut dans cette compétition. Huawei, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver un déboulement sur la techno, sur les équipements portables, sur les cœurs de réseau et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, dans Palantir comme dans Huawei, les premiers directeurs Palantir France et les premiers directeurs Huawei France ont été des grands industriels issus du cœur des industries françaises. Thales, branche nucléaire d'un côté, et Airbus, avionique de l'autre. Et que immédiatement, ces gens-là ont fait du lobbying et se sont entourés de lobbyistes très, très, très introduits ou très proches du ministère des Armées. Une petite société récente, une petite société bien connue qui était très, très proche de Thales et d'Airbus, qui a accompagné de façon extrêmement active Huawei, et de l'autre côté, des gens qui sont encore très, très actifs dans les cercles de l'IHEDN sur la souveraineté numérique du ministère des Armées. Donc, ce qui m'amuse, c'est de comparer ces deux modèles. Parce qu'on est quand même dans quelque chose, si on enlève notre naïveté que l'on a aujourd'hui, quand j'ai évoqué tout à l'heure les deux rapports, je fais exprès, l'IRSEM d'un côté, l'école de guerre économique de l'autre, et là, on a deux cas concrets où on utilise quasiment les mêmes processus. Et au lieu d'aller prioritairement attaquer l'économie, j'en sais rien, Carrefour, la grande distribution, les assurances, là où il n'y a pas de secret, pourquoi on vient attaquer immédiatement le cœur de l'État? Donc ça montre bien que derrière, il y a des visées stratégiques. Voilà, donc avec mon recul, je suis assez amusé de croiser ces gens-là encore. Merci beaucoup Arnaud. Cédric, je pense que c'est une question qui vous touche également. Oui, en fait, je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on arrive en fait donc à la fin, mais en fait à la question de manière générale, est-ce que lorsqu'on utilise des technologies en fait donc étrangères, on est à risque? Ça dépend comment en fait donc est conçue en fait la technologie, mais la réponse en fait, le premier stade de la réponse, est évidemment un Google, un Microsoft, un WhatsApp, en fait ce que vous voulez. À partir du moment où ils ont accès à certaines données, à des clés de chiffrement, etc., nous on part du principe que tout serveur a vocation à se faire hacker. Donc la question, c'est pas de savoir quand, c'est pas de savoir en fait s'ils vont se faire hacker, c'est quand. Et donc à partir de là, dès que vous êtes à risque, c'est-à-dire que vous devez faire confiance aux fournisseurs de la solution, vous êtes à la merci du degré de sécurité des serveurs, des gens qui y travaillent, et puis en plus ça, nous l'avons déjà dit, de la législation, de la réglementation qui peut en fait donc s'imposer. Et c'est pour ça que la tentation, c'est de parler de souveraineté et se dire on va prendre des solutions françaises. Alors oui, on peut prendre en fait donc des solutions françaises. C'est pour ça que c'est bien de prendre des solutions qui sont certifiées par exemple en fait donc à l'ANSSI. Mais si vous commencez à dire on a une super solution française, allez dire ça à un Allemand, un Américain en disant vous inquiétez pas, les serveurs ils sont bunkerisés sur le sol français, je suis pas sûr qu'ils vont me faire confiance. Et c'est pour ça que, mais vous l'avez compris, nous on a voulu avoir une technologie qui est apatride, justement en prouvant que le serveur de distribution des messages ne joue aucun rôle dans la sécurité. Et on arrive à le prouver cryptographiquement, mathématiquement. Et je pense qu'en fait la tendance en fait qui va se dessiner en fait sur le marché, c'est en fait justement sortir du débat de la nationalité des fondateurs des entreprises ou de la localisation des serveurs pour faire des outils sécurité et privacy en fait by design, c'est-à-dire à partir de la première ligne de code, on veut faire en fait justement des technologies où on ne va pas voir comment dire, la moindre en fait donc donnée pour ne faire en sorte que les entreprises, les administrations, en fait les citoyens soient libres de choisir les solutions en fait donc qu'ils souhaitent. Donc c'est pour ça que tout ce débat sur étrangers, français, souverain, je pense que ce qui doit trancher, c'est la technologie. Et j'annonce en fait donc là que nous on a la ferme intention de passer en open source pour prouver qu'il n'y a pas de backdoor en fait donc dans le vide, et ça sera un bon moyen pour prouver qu'on peut donner à la population des outils qui peuvent être en fait donc utilisés, et là on verra en fait qu'on peut communiquer sans par exemple demander la moindre donnée personnelle.
Merci beaucoup Cédric et merci également à tous les intervenants d'avoir répondu à notre question ce soir. Alors Gabriel a dû nous quitter, mais heureusement il a pu intervenir et répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Je propose de passer aux questions du public. On en a eu énormément, malheureusement on n'aura jamais le temps de répondre à tous, mais on va en sélectionner quelques-uns. La première question a été posée par Bakary Sokona. Du point de vue des organisations, que pensez-vous de la place du RSSI dans ces pratiques d'intelligence économique? Est-ce que quelqu'un veut prendre cette question? Oui, je peux répondre, c'est des débats. En fait, on voit que le domaine est devenu un domaine de plus en plus vital, de plus en plus important pour le développement de l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, une attaque informatique, une entreprise mal protégée peut la tuer. Donc, naturellement, le RSSI évolue vers de plus en plus de fonctions de management. Dans les grands groupes, on n'est plus un RSSI uniquement technique qui va vous parler de pare-feu. On est un RSSI qui va vous parler de menaces, qui va vous donc savoir qui m'en veut, comment tout ce qui a été expliqué avant. Donc c'est des postes, c'est la même chose comme le DSI. Le DSI remonte de plus en plus au niveau du COMEX parce que c'est lui qui porte la politique qui est vitale pour l'entreprise. Oui, donc le métier de RSSI est un métier qui est en totale évolution et qui devient un métier important, puisqu'il faut avoir un pied dans la technique, un pied dans la stratégie de l'entreprise, un pied dans la menace, parce que, comme on l'a bien dit tout à l'heure, on ne peut pas se défendre pour tout. Il faut savoir qui nous en veut. Une attaque informatique, c'est pas une panne informatique. Une attaque informatique, c'est pas une panne informatique. Face à nous, il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Soit pour nous piquer notre fric, soit de l'espionnage, ou ainsi de suite. Quand on veut du mal à quelqu'un, on fait preuve d'innovation. Et une attaque informatique, elle peut avoir des relais par l'attaque humaine, peut faire entrer une clé USB comme Stuxnet par d'autres relais. Donc, c'est global tout cette affaire. Donc, il remonte de niveau, il est plus... voilà, il fait partie il se rapproche de la direction de la sûreté, il se rapproche de la direction de la compliance, il se rapproche de tas de choses, les assurances s'en mêlent, donc ça devient de plus en plus un homme clé, parce que le numérique gouverne la vie de l'entreprise. Voilà, donc oui, c'est des postes qui évoluent, c'est des milieux qui sont très durs, parce qu'être RSSI d'un grand groupe, il faut quand même avoir les reins solides, et c'est des métiers qui sont passionnants. Merci beaucoup pour cette réponse, Arnaud. On a une autre question, cette fois-ci, qui a été posée par Jean Wang. Peut-on considérer que les GAFAM ou BATX, de par leur influence et monopole, utilisent une forme de cyberespionnage dans le sens où ils disposent de moyens pour accéder aux données sensibles d'entreprise qui passent par le cloud? Quid de la notion de souveraineté? Quelqu'un veut prendre cette question? Disons que je vais la prendre. La notion de la souveraineté doit être bien comprise. On ne parle pas de souveraineté au sens terrestre. La souveraineté selon les espaces. C'est pour ça que le numérique, c'est un espace avec sa face positive et sa face négative. Quand vous revenez à des choses que vous connaissez, dans l'espace terrestre, il y a une souveraineté avec des frontières. Dans l'espace maritime, il y a une souveraineté avec des zones floues, avec des biens communs, avec des zones à géométrie variable. Puis on a su trouver des endroits pour la piraterie où un navire militaire d'une nation peut intervenir sans problème sur un navire d'une autre nation. Quand vous êtes dans l'espace, c'est encore pire, vous avez des zones qui sont des biens communs qui sont donnés à personne. Le numérique, il faut réinventer ces notions. Et le vrai mot là-dedans, c'est de retrouver une autonomie stratégique. C'est-à-dire, pour ce qui est stratégique pour mon organisation, ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel, ce qui me fait mon cœur, ça, il faut que je le protège, que je le préserve. Et à partir du moment où on a fait son analyse, on regarde ce qu'il y a. Il y a des choses, on peut aller chez les GAFA ou d'autres. On vit dans le vrai monde, je veux dire, comme tout le monde. Et puis d'autres choses, il faut aller trouver des partenaires beaucoup plus de confiance, là où plus d'hétérogénéité. Donc, pour le DSI, c'est juste ce travail d'analyse qu'il a à faire aujourd'hui. Avant, un DSI, une fois qu'il avait déployé son réseau de 1000 postes de travail, il regardait que tout le temps, il codait. C'est comme le RSSI, c'est plus les mêmes métiers. C'est des métiers de stratège d'entreprise. Puis après, vous avez des législations différentes. Voilà, donc c'est des métiers qui deviennent de plus en plus complexes. Et puis, on va de plus en plus aller vers du multi-cloud. Les grandes entreprises, elles vont pas se les émailler sur leurs fournisseurs. Donc, on va avoir de plus en plus de multi-cloud, avec des problématiques de suite collaborative où on est un peu coincé. Et vous regardez AWS, c'est le plus grand du cloud, il a des services extraordinaires, il n'a pas de suite collaborative. Vous regardez à OVH aujourd'hui qui développe des zones de marketplace où il y a des choses de confiance.
il a un développement aussi à 2 chiffres. Donc, il y a de la place pour tout le monde, je veux dire. Et ça veut dire que chaque organisation doit avoir sa propre stratégie qui fait que les 4 dirigeants aujourd'hui partout doivent être une bonne compréhension du numérique. Bon, je ne veux pas être trop long, mais on est dans une... C'est pour ça qu'on appelle ça la révolution numérique. On est vraiment dans un changement de paradigme. Et puis, en plus, vous avez ça, où on passe tous, je ne sais pas, 10, 12 heures, 15 heures par jour, et sans compter sur nos enfants. Donc, on a un nouveau monde numérique qui vient complexifier tout ce qui se passe dans le monde réel. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à la fin. Alors, quel est le niveau de maturité et de sensibilisation des politiques, des entreprises, des citoyens en matière de cybersécurité? Mais justement, quand on a, comment dire, quand on fonde en fait une nouvelle technologie, le premier job en fait qu'il faut faire, c'est de sensibiliser. C'est expliquer quand vous envoyez en fait donc un mail, qu'est-ce qui se passe, par quel serveur en fait donc il va en fait donc transiter. Quand vous utilisez en fait donc un moyen de communication, quels sont les risques. Donc c'est de la sensibilisation à la fois des sachants, des experts quand il y a des ruptures technologiques en fait, qui arrivent, et puis ensuite ça a été en fait vraiment dit. Les fuites de données, c'est l'humain, c'est l'humain. Dès que vous avez en fait donc des solutions, ils peuvent se tromper. Il suffit d'un individu, d'un salarié dans la boîte, et vous avez en fait la fuite de données en fait qui est organisée. Donc alors, il faut sensibiliser à tous les niveaux. Des hommes politiques qui doivent montrer en fait évidemment en fait l'exemple. Hein. C'est comme en fait le Covid, il faut qu'ils portent des masques et qui montrent en fait l'exemple. Ben, en cybersécurité, il faut qu'ils montrent en fait l'exemple sur les choix en fait qui sont faits. On va pas rentrer dans les marchés publics, etc. On n'a pas le temps. Et d'une manière en fait générale, je pense qu'il y a de plus en plus, comment dire, autour de l'écosystème de la cybersécurité, de la formation, de la sensibilisation, des sachants, des salariés, des tout petits. Normalement, en primaire, on devrait en fait apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, à compter et à conjuguer. Bah, ça sera bien en fait. Donc, quand on met un téléphone dans les mains ou un ordinateur, les mêmes de choses en fait donc à avoir. Donc, évidemment, c'est un projet en fait justement d'éducation de l'ensemble d'un peuple pour que les civilisations continuent à se développer, quoi. Merci beaucoup Cédric. Alors comme je vous l'expliquais, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Donc c'est une thématique qui a été travaillée notamment avec Sanity. Donc le cyberespionnage, nouveau visage de l'intelligence économique. J'aimerais laisser la parole à Charlène pour le mot de fin et de conclusion. Oui, écoute, merci Yasmine, merci à tous les intervenants d'un côté et puis les personnes qui sont connectées pour assister à cette table ronde qui j'espère vous aura plu. Très intéressante. Et puis nous, on voulait, donc chez XMCO, on propose un service qui s'appelle Serenity et qui est pour le coup en lien avec la CTI et les différentes problématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce sujet-là nous paraissait intéressant et assez stratégique pour de nombreux RSSI et voilà, et en général, puisque le cyberespionnage est même un peu plus large que ça. Donc on reste disponible, bien sûr, si vous voulez continuer cette discussion et répondre peut-être à d'autres questions en parallèle. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Charlène. Alors merci à tous les participants de nous avoir rejoints cette soirée. Merci aux intervenants d'avoir répondu à nos questions. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informés de l'ensemble de nos événements. Et merci encore à Serenity by XMCO pour cette thématique. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup. Au revoir.